Bonsoir, bienvenue. Nous sommes ensemble pour une demi-heure. Le temps de parcourir l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger avec tout d'abord les titres de ce 20h. Depuis hier, la Côte d'Ivoire, notre pays, a fait son entrée officielle à l'ONU en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité. Cette entrée a été marquée par plusieurs événements au nom desquels l'installation des drapeaux des nouveaux États membres et un déjeuner traditionnel de prise de contact. Grave accident à Diaké, ville située dans la région du Sud Komoué, bilan 14 morts, dont 6 enfants et 10 blessés grièvement touchés. Le car de transport de 32 places a terminé sa course dans une rivière dans la nuit d'hier. Le gouvernement a dit sa compassion, nous en parlerons dans ce journal. Et dans ce 20h, nous ferons une escale dans la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire où l'on assiste à une politique de prix concurrentielle. Nos reporters sont allés à la rencontre des consommateurs qui ne semblent pas entièrement satisfaits de la qualité du réseau malgré la tarification de plus en plus faible. Le dossier dans ce 20h. Et nous irons au Libéria où les Ivoiriens qui vivent à Monrovia, dans la capitale, n'ont pas à se plaindre. Dominique Church et Marie-Noël font de bonnes affaires, de la climatisation automobile à la production d'Atiéké. Les activités des Ivoiriens fleurissent à Monrovia, c'est le constat fait par nos envoyés spéciaux. Et voilà pour les principaux titres. Commençons par l'entrée officielle de notre pays, la Côte d'Ivoire, en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette entrée a été marquée par plusieurs événements initiés par le Kazakhstan qui assure la présidence du Conseil pour le mois de janvier. Un petit déjeuner traditionnel de prise de contact des représentants permanents et des membres du Conseil de sécurité. Une cérémonie marquée également par l'installation des drapeaux des nouveaux États membres aux côtés de ceux des membres actuels du Conseil et l'adoption officielle du programme de travail du Conseil pour le mois de janvier. Donc depuis hier, la Côte d'Ivoire est donc membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Grave accident à Diaké, ville située dans la région du Sud Komoué, bilan 14 morts, dont 6 enfants et 10 blessés grièvement touchés. Le car de transport de 32 places a terminé sa course dans une rivière dans la nuit d'hier aux environs de 20h. Et ce mercredi, les membres du gouvernement se sont rendus sur les lieux du drame et au chevet des blessés pour dire la compassion du gouvernement ivoirien. C'est Forazegui, Grascando pour le rendu. 14 morts, dont 6 enfants et 14 blessés. C'est le bilan provisoire de l'accident qui s'est produit dans la nuit du 2 janvier aux environs de 20h à Eplemlan, un village situé à 6 km d'Adiaké dans le sud-est. Nous avons fait venir des plongeurs qui ont fait des recherches aussi bien dans le véhicule que dans la mangrove tout autour. Sous le Dalo, les recherches ont été vaines et nous avons demandé l'appui d'un véhicule de relevage afin de soulever le camion et poursuivre les recherches. Le bilan est provisoire tant que nous n'aurons pas fini l'opération. Donc l'opération est encore en cours. Mais nous espérons qu'on pourra finir ça dans la journée dès que le véhicule de relevage sera présent. Le car de 32 places s'est renversé dans une rivière entre le village d'Eplemlan et le quartier débarcadère. Selon le témoignage d'un riverain, le car transportait des passagers qui revenaient de la fête du Nouvel An. Alors, les premiers quoi, on a pu les repêcher. Il y avait des premières victimes qui se sont sorties. On les a évacuées vers l'hôpital. Selon les informations que nous avons reçues, il a raté la voie. Alors, comme vous le constatez, c'est un virage. Juste après le virage, on a un pont. Alors, comme il n'est pas bien protégé, il a tout juste trébuché dans l'eau. Informés, les ministres de la Santé et de la Solidarité se sont rendus au chevet des blessés pour apporter assistance et réconfort. Nous venons donc, au nom du président de la République et du Premier ministre, apporter notre compassion à la population d'Adiaké, tout notre soutien aux blessés et puis présenter nos condoléances aux différentes familles qui malheureusement en début d'année vont donc affronter ce deuil. C'est le lieu ici de rappeler à la prudence à toute la population ivoirienne. On a rendu visite aux blessés. On se rend compte qu'il n'y a pas de blessures physiques, mais probablement et très certainement, je dirais, des blessures psychologiques. Et donc, il y aura une prise en charge psychologique pour chacune de ces personnes
Et puis nous allons apporter la compassion de l'État aux familles des personnes qui sont décédées. Ils sont nombreux à décrier l'état de la route. C'est pour eux la raison principale de ce drame, même si pour l'heure, les circonstances de l'accident n'ont pas encore été élucidées. Triste situation également toujours dans le district d'Abidjan. Plus de 100 baraques parties en fumée au quartier d'Oku-Olympe en cette première semaine du mois de janvier, cette nouvelle année. Les origines de l'incendie seraient dues à l'explosion d'une bouteille de gaz ce mercredi aux environs de 15h30. Les sapeurs-pompiers militaires dépêchés sur les lieux de l'incendie ont pu circonscrire le feu. Pas de perte en vie humaine, il faut le dire. Voilà, situation donc déplorable. Merci donc à la réalisation. Aux prochaines éditions, vous aurez le compte-rendu de cette situation. Le décryptage du message à la nation du chef de l'État, un message adressé le 31 décembre dernier. La rédaction vous propose un regard sur l'aspect social de ce message du président de la République et c'est avec Christelle Menant. Dans son discours à la nation au soir du 31 décembre, le président de la République a sacrifié à la tradition du bilan des actions menées par le gouvernement et des perspectives annoncées pour la suite. Un discours sous ses aspects sociaux, majoritairement adressé à la jeunesse. Vous êtes notre plus grand atout. Nous devons nous appuyer sur vous, sur votre énergie, votre ambition et votre capacité à innover. Vous êtes la Côte d'Ivoire de demain. Aux jeunes, le chef de l'État a fait le point de 3 programmes mis en œuvre en faveur de leur employabilité. Plus de 200 000 jeunes en ont bénéficié et plus de 6 000 ont été formés à l'apprentissage entre 2015 et 2017. En matière d'éducation, le président de la République promet d'ici 2020 environ 133 milliards de francs CFA d'investissement pour la construction, la réhabilitation et l'équipement d'infrastructures. Au niveau de l'enseignement supérieur, cap est mis sur la décentralisation des universités et l'économie numérique. Autant de mesures prises pour donner foi en l'avenir à cette jeunesse, comme le dit le chef de l'État, qui n'a pas manqué l'occasion de lancer un appel contre la migration irrégulière. Je vous demande d'avoir foi en votre avenir et en l'avenir de notre pays. Ne vous lancez pas à l'aventure, au péril de vos vies. Vous êtes mieux au pays et le pays a besoin de vous. Avant de clore le chapitre sur la jeunesse par un appel à s'inspirer des champions ivoiriens d'athlétisme et de taekwondo. À la femme ivoirienne, le chef de l'État a réitéré son engagement d'en faire une priorité. La nouvelle constitution est le reflet de cette volonté car elle renforce la protection des droits des femmes et assure la promotion de la parité entre les sexes dans l'accès aux responsabilités dans les institutions, dans les administrations et dans les entreprises. De santé, le chef de l'État a également beaucoup parlé. Concernant les réalisations, lumière a été faite sur les dernières inaugurations, celle du CHU d'Angré et du Centre de radiothérapie et d'oncologie médicale, le premier du pays. Il annonce aussi pour l'intervalle 2018-2020 la poursuite de l'amélioration du système sanitaire, toujours à travers la construction d'infrastructures. Le président de la République a par ailleurs rappelé ses engagements en matière d'accès à l'énergie et à l'eau potable dans les zones urbaines et rurales. Tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés à la fin de l'année 2019. Notre politique de subvention de l'accès à l'électricité pour les plus démunis sera poursuivie. Toujours au plan social, le chef de l'État s'est réjoui de l'accord et de la trêve sociale obtenue entre les syndicats et le gouvernement. Il s'est aussi satisfait du projet de filets sociaux avec des transferts monétaires démarrés dans certaines villes du pays. Bilan positif aussi en matière de culture avec l'organisation des Jeux de la francophonie, l'inscription de la danse Zaouli, du balafon Sénoufo et de la ville de Grand Bassam au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Des résultats rendus possibles grâce à des efforts consentis en matière de sécurité intérieure. Au plan de la sécurité intérieure, nos forces ont dû faire face à de nombreux faits de grand banditisme et de délinquance juvénile qui ont troublé la quiétude de nos populations. Des tensions communautaires concernant le foncier ont été enregistrées dans certaines régions, dont le Tavali.
Fort heureusement, elles ont été efficacement gérées par le gouvernement avec le concours des autorités locales, des leaders traditionnels et des élus locaux. Nous poursuivrons nos efforts d'investissement dans la défense et la sécurité tout au long de l'année 2018. Parmi ces investissements, le programme d'identification biométrique de toutes les populations résidant en Côte d'Ivoire, dont la mise en œuvre vient d'être approuvée par le gouvernement. Le chef de l'État a, pour finir, clos son discours sur des notes de paix et de cohésion sociale, facteur déterminant selon lui du bilan dressé et gage de toutes les perspectives annoncées. Tous ces succès que je viens d'évoquer n'auraient pas été possibles sans le retour de la sécurité et de la paix. La paix est notre bien le plus précieux. Nous devons tout mettre en œuvre pour la préserver. Je vous exhorte à toujours recourir au dialogue et à la concertation, comme nous l'a enseigné le président Félix Houphouët-Boigny. Cultivons la paix, gage de la cohésion sociale et de notre développement. C'était l'aspect officiel du message de fin d'année du président de la République avec Christelle Menant. Poursuivons ce regard de la rédaction avec cette grâce présidentielle. Qui sont ceux qui en bénéficieront et ceux qui n'en bénéficieront pas? La réponse avec Herman Guivet. Grâce présidentielle accordée dimanche dernier, 31 décembre 2017, à 4132 détenus de droit commun par le chef de l'État, Alassane Ouattara, lors de son discours de fin d'année. Que renferme la notion de détenu de droit commun? Nous avons posé la question au directeur de cabinet adjoint au ministère de la Justice et des droits de l'homme. Le prisonnier de droit commun, c'est une personne qui a été jugée et condamnée par un tribunal parce qu'il a commis des faits et des actions qui sont interdits par la loi étatique. Par exemple, quand quelqu'un vole, commet un vol dans un autobus et qu'il est jugé et condamné pour cela, on peut le considérer comme étant un prisonnier de droit commun. Les délits mineurs, ce sont des délits dont les conséquences ne sont pas graves. Par exemple, les vols simples et les vols aggravés. À quel profil correspondent les personnes bénéficiant de cette grâce? Quand quelqu'un vole en passant dans la rue une banane, il va dans une plantation, il cueille le cacao de son voisin, il n'est pas dans la même situation que celui qui se munit d'une arme, forme une bande, va bloquer la circulation et braque, comme on dit communément, des passagers, des voyageurs. Là, on appelle ça le vol aggravé. C'est ces personnes-là qui vont bénéficier de la grâce du président de la République. Et quel profil pour les personnes qui ne pourront pas en bénéficier? Les personnes qui ont commis des infractions militaires ne bénéficient pas de la grâce. Les personnes qui commettent des crimes, il y en a de même des personnes qui ont commis des vols aggravés, ce qu'on appelle les vols à main armée, en réunion de nuit. Les vols aggravés ne bénéficient pas non plus de la peine. Les personnes qui ont commis ce qu'on appelle les délits économiques portant sur des montants très élevés. Par exemple, si vous avez été condamné pour un abus de confiance ou un détournement des deniers publics pour un montant supérieur à 20 millions, vous ne bénéficiez pas de la grâce à condition que vous remboursiez totalement le montant du préjudice que vous avez causé par vos faits et gestes. Ceux qui commettent des attentats à la pudeur, ils sont exclus également du bénéfice de la grâce. Et puis, les personnes qui sont en état de récidive, c'est-à-dire les personnes qui ont été condamnées et qui, dans un délai de 5 ans, sont venus, ils ont commis le même délit et qui sont encore condamnés, ils ne peuvent pas bénéficier de la grâce. Et enfin, les personnes qui ont déjà bénéficié d'une grâce présidentielle et qui, malgré ça, quelque temps après, commettent encore des délits qui se retrouvent en prison, cette fois-ci, ils ne bénéficient pas de la grâce. La grâce présidentielle, devenue une tradition au fil des années, une appréciation qui relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État et prescrite par la Constitution en Côte d'Ivoire. Son objectif, œuvrer à la réconciliation nationale, mieux, offrir une seconde chance aux personnes une fois condamnées pour délits mineurs. Rappelons que la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au président de la République aura lieu donc demain, jeudi à partir de 9h,
au palais présidentiel. Aujourd'hui, avec l'Internet, avec le développement des réseaux sociaux, dire ses vœux de Nouvel An est une question de secondes. On parle de nouvelles tendances au niveau des cartes de vœux. Franco Quadio. Dans une librairie à Cocody, des vœux sur des cartes, Franck semble s'y intéresser, puis finalement se ravise. Ancien adepte des cartes de vœux format papier, il préfère aujourd'hui l'outil numérique, même s'il reconnaît la pertinence des deux formats. Pour tout ce qui est vraiment formel, on continue quand même à envoyer des cartes. Mais pour ce qui est informel, bon, on envoie soit des vœux hebdomadaires, soit aussi par SMS aussi. En début d'année, exprimé par des mots ses vœux aux proches, plus besoin de se rendre à la papeterie. L'outil numérique offre plus de raccourcis. Une opportunité pour les infographes. Serge personnalise depuis 4 ans les cartes de vœux à l'aide de son ordinateur. Quand les couleurs sont bien éveillées, déjà le client il est content en voyant les conceptions. Mais il y a aussi le message aussi qui vient après. Mais d'abord, en premier lieu, ce sont les couleurs qui attirent. 5 clients en moyenne par jour chaque fin d'année. Le coût des cartes oscille entre 2 000 et 5 000 francs. Osman préfère lui-même être auteur des mots à imprimer sur la carte. Je viens ici toujours pour faire mes travaux, donc j'ai choisi de venir. Eux-mêmes, ils vont confectionner pour moi. C'est plus facile. Les cartes de visite personnalisées. Il y a quelques années, ces cybercafés attiraient la clientèle, mais aujourd'hui, MMS et réseaux sociaux ont pris de l'ampleur. Une application téléchargée et le tour est joué. Cette année, je compte envoyer mes vœux par des messages, des SMS. Et les autres années, comment vous faisiez? Pareil, c'était pareil. Ils ont peut-être raison, mais moi je pense que c'est plutôt la technologie qui a favorisé cela. Le fait qu'on ait eu la facilité d'envoyer des mails et même de faire des SMS, tout cela, ça a baissé un peu notre vigilance par rapport à ces cas de vœux. Et il y a des victimes de cette nouvelle tendance. À Adjamé, ce vendeur d'articles divers déchante année après année. La nouvelle génération ne connaît pas les cartes de vœux. Les élèves qui passent même, qu'est-ce que c'est? Ils ne connaissent pas. Parce que nous, à l'école, d'abord même là, on nous apprenait à faire les cartes pour nos professeurs, pour nos maîtres. Mais à l'école même, si on ne montre pas ça aux élèves, c'est que ce n'est pas la peine. La seule raison de croire en son activité, quelques férus encore nostalgiques. Les nouvelles tendances en matière de cartes de vœux de Nouvel An, une réalité universelle. En France, par exemple, selon un cabinet d'expertise privée, plus de 500 000 tweets ont été postés entre minuit et midi le 1er janvier 2015, contre moins de la moitié en termes de distribution de cartes de vœux conventionnelles. On en vient maintenant au secteur de la téléphonie mobile où l'on assiste à une politique de prix concurrentiel au niveau des différents opérateurs du secteur. Nos reporters sont allés à la rencontre des consommateurs qui ne semblent pas entièrement satisfaits de la qualité du réseau malgré les tarifications de plus en plus faibles grâce à l'offre des bonus. La guerre des prix dans la téléphonie mobile, c'est le dossier que nous propose Cheikh Koné. Il veut transfert. Mais attends, il y a un bonus aujourd'hui, non? Oui, il y a un bonus. D'accord, il y a un transfert de 1000 francs. C'est 200% aujourd'hui. Avec 1000 francs, j'aurai 2000. Grâce au bonus de rechargement, le crédit de communication de Mireille est 3000 francs CFA. Elle consommera un volume total de 60 minutes pour un prix moyen à la minute de 50 francs CFA. Il y a des souscriptions qui nous permettent d'appeler facilement. Si on vous demande de souscrire 500 pour 24 heures, vous appelez tous les réseaux. Vous allez adhérer à ça, ça vous permet de gagner. 10 ans plus tôt, avec le même montant, Mireille aurait consommé à peine 4 minutes de consommation, soit 250 francs CFA la minute. En Côte d'Ivoire, la vulgarisation de la téléphonie mobile a fortement contribué à la baisse des tarifs des services mobiles. La guerre des prix entre opérateurs, officiellement déclarée par l'introduction de la 3G sur le marché en 2012, a fait chuter progressivement à partir de 2013 les tarifs d'environ 50%. Il y a nettement une amélioration, ça il faut le dire. Parce qu'avant, il fallait faire une minute à 500. Maintenant, avec moins que 25-50 francs, on appelle. Il y a eu une amélioration au niveau des tarifs. Voilà, donc je pense que l'effort est là quand même. Pour séduire les clients, les opérateurs multiplient les bonus de téléchargement sur les offres data et voix toutes les semaines, avec des bonus allant de 100 à 500%. Cependant, les abonnés de plus en plus exigeants déplorent la qualité du service qui crée des déperditions sur les crédits souscrits,
mais aussi une structuration complexe de ces tarifs promotionnels. Souvent en pleine communication, on dit surtout lorsqu'il pleut, il n'y a plus de réseau. Et puis souvent quand ils nous donnent des bonus, ils ont tendance à tellement vite couper qu'on a l'impression que c'est un cadeau empoisonné. Le coût est élevé. Et puis, quand on fait souvent des souscriptions, souvent on nous prélève des moyens, mais on n'arrive pas à avoir accès à Internet. On nous envoie des SMS concernant un peu la tarification pour chaque appel, pour tous les réseaux. Mais réellement, sur le terrain, ce n'est pas ce qui est constaté. Côté téléphonie, appel, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts encore à faire. Il y a beaucoup d'efforts parce qu'il y a les interférences et autres. Pour le régulateur, les conditions de transparence permettant d'apprécier les prix pratiqués sur le marché sont primordiales. Nous sommes dans un marché fortement concurrentiel et le principe de base est que les opérateurs ont la liberté tarifaire. Pour dire que le régulateur ne fixe pas un prix, c'est le marché qui se veut concurrentiel qui, par le jeu des acteurs, définit l'évolution des tarifs. Pour adresser entièrement la question, le thème choisi pour la 3e journée prospective du régulateur porte sur la structuration des prix des services mobiles. Les prix ne sont pas forcément ceux qui sont affichés par les opérateurs, parce que l'opérateur a un jugement à faire de ces prix. Il apprécie, parce qu'il y a l'État d'abord qui attend que les prix qu'on donne soient ceux qui doivent convenir aux consommateurs. Et nous, à la RTCI, nous sommes là pour faire de sorte que ce soit le juste prix. L'opérateur, il va vouloir quand même faire son business. Mais nous ne devons pas faire ce business n'importe comment, nous devons regarder nos règles. C'est pourquoi nous avons mis en place au niveau de la RTCI un observatoire des marchés. À fin 2017, le pays enregistre 3 opérateurs mobiles pour un taux de pénétration record de 125,92%, ainsi qu'un pack d'un peu plus de 30 millions d'abonnés. Une dynamique concurrentielle qui va certainement continuer à faire chuter le prix des services mobiles. Le ministre des Transports a échangé avec les transporteurs venus des régions de Lifou, du Hambol et du Gbeke. Leurs problèmes ont été évoqués, dont l'invasion des motos-taxis, et bien des solutions seront trouvées à cette préoccupation, a promis M. le ministre. Le compte-rendu de Kwadio Kwame, RTI Bouaké. Bouaké Dar es Salaam, siège des syndicats des transporteurs. C'est ici que le ministre des Transports a rencontré les transporteurs. Venus des régions de Lifou, du Hambol et de Gbeke, les acteurs du secteur ont d'abord fait l'état des lieux. L'invasion des mototaxis avec pour conséquence les nombreux accidents de la circulation et son corollaire d'insécurité. La vétusté des taxis communaux, des mini-cars de transport interdépartementaux et des véhicules de transport de marchandises ne leur permet pas d'être rentables et compétitifs. Pour Diaby Ibrahim du Haut Conseil des entreprises et du transport, le secteur a connu de grandes avancées, dont l'accès au crédit. Diaby Ibrahim a souhaité recevoir le plan d'action du ministre pour son application, afin que l'activité du transport se porte à merveille en Côte d'Ivoire. Pour le ministre des Transports, le président de la République a travaillé les grands axes routiers du pays, la route précédant le développement. Ensuite, rapprocher l'administration des transporteurs. Nous allons essayer de rapprocher davantage l'administration du transport donc à l'intérieur du pays. Tout ce qui concerne le renouvellement du parc automobile, mais également les questions de sécurité routière. Parce qu'il faudra qu'on sensibilise donc nos frères et sœurs qui utilisent beaucoup plus maintenant des motos et des tricycles. Le ministre des Transports a surtout rendu un hommage très appuyé aux pionniers du secteur avant d'inviter les populations à la cohésion et à la solidarité pour le développement de Bouaké, la cité commune. Parlons maintenant de sauvegarde de notre environnement, précisément dans le secteur du bois. Pour protéger le patrimoine forestier ivoirien, eh bien, la Côte d'Ivoire a mis sur pied un programme qui inscrit en priorité la formation des artisans sur la légalité et la traçabilité. Sachez que de plus de 16 millions d'hectares à l'indépendance en 1960, le couvert forestier ivoirien est passé à seulement 2 millions d'hectares aujourd'hui. Une situation préoccupante, nous dit Sephora Zegui et Grace Kando. En 57 ans, la Côte d'Ivoire a perdu plus de 14 millions d'hectares de son couvert forestier.
Le pays ne compte plus que 2 millions d'hectares de forêt aujourd'hui, soit près de 12% de son couvert forestier en 1960. Depuis 1960, ce sont plus de 129 millions d'hectares de forêt qui ont disparu dans le monde selon la FAO. Chaque année, ce sont plus de 80 000 km² du couvert forestier qui disparaissent. Cela va créer des conséquences en termes de changement climatique qui auront des impacts sur l'agriculture, sur les modes de vie des populations et qui auront un impact énorme sur l'économie de la Côte d'Ivoire qui, vous savez, repose énormément sur la production agricole. Avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation FAO, la Côte d'Ivoire a adhéré à un programme dénommé FLEG, un programme d'amélioration de gouvernance forestière. Vous avez un envahissement très fort des massifs forestiers, autant par les Ivoiriens que par les personnes qui viennent donc de la sous-région, pour donc la réalisation de cultures agricoles, notamment le café, le cacao, l'EVA, le palmier à huile et autres. Lié à ça, il y a aussi le fait que la population s'est quand même très fortement accrue. Il y a aussi des infrastructures qui sont créées, toutes choses qui contribuent effectivement aussi à la réduction de la superficie forestière. Un système de traçabilité pour lutter contre le trafic du bois illégal. Il doit être inclusif, tous les maillons de la chaîne doivent être impliqués. L'ONG AVSI Côte d'Ivoire forme les artisans du secteur bois à la légalité. Nous souhaiterons organiser les artisans en gestion communautaire, d'organiser aussi les industriels qui vont s'associer aux artisans, les petits TME, pour créer ce qu'on appelle une centrale d'achat. La centrale d'achat, si elle marche, si ce projet marche, va permettre de résoudre deux problèmes. D'abord, le problème de la coupe illégale du bois et le problème de la traçabilité. Principaux consommateurs de bois illégal, les artisans de ce secteur donnent les raisons de l'utilisation du bois illégal et apprécient le bien fondé de ces formations. Le bois légal coûte très cher, excessivement cher. Ce n'est pas à la bourse des PME que nous sommes. Et donc ça nous a amené à rentrer à utiliser le bois à sciage à façon. Quand nous allons faire la centrale d'achat, on aura accès facilement à notre matière première qui est le bois. Et si on a accès à la matière première, cela va automatiquement régler le problème du sciage à façon que le FLEG combat. La forêt est un facteur important de l'équilibre climatique et de la survie de l'espèce humaine. La forêt ivoirienne est menacée. Si rien n'est fait, elle aura complètement disparu dans les prochaines années. Je vous l'annonçais dans les titres, selon notre envoyé spécial pour l'élection présidentielle au Libéria, il y a des Ivoiriens qui vivent à Monrovia et qui s'en sortent. C'est le cas de Dominique Church et Marine Noël qui font de bonnes affaires, de la climatisation automobile à la production de l'attiqué. Les activités des Ivoiriens fleurissent à Monrovia, c'est le constat fait par Gabriel Zanilou. Dominique Church est un aventurier hors catégorie. Cet Ivoirien est arrivé en 1996 au Libéria alors que le pays était en pleine guerre civile. Mais aujourd'hui, après plusieurs déboires, il est à la tête d'une affaire florissante. J'ai commencé à aider les gens. Après, maintenant, j'ai ouvert mon coin. Mon premier coin. Et par rapport à ça, et puis j'ai ouvert ce deuxième coin. Hier, je travaille avec 4 voitures. Je suis rentré avec 150. Mais aujourd'hui, je travaille avec des voitures. Je pense que je dois avoir quelque chose de 450 actuellement, depuis ce matin. Mais la journée n'est pas encore finie. Dominique emploie 9 personnes, dont une femme. Ses clients viennent de la haute classe libérienne car il est pratiquement le seul ayant la maîtrise du domaine de la climatisation automobile à Monrovia. On me connaît partout dans ce pays. Même la présidente, souvent, ses voitures, ça vient ici. Les ministres. À l'actif de Dominique, un autre atelier de réparation de climatiseurs et de réfrigérateurs. C'est ici qu'il a débuté ses activités. Au Libéria, tous les secteurs sont porteurs. Les ventes et locations de véhicules, la couture et surtout la production du couscous de manioc, la tchéké, une spécialité ivoirienne. Depuis 2008, je suis au Libéria. J'ai décidé de faire de la tchéké parce que quand je suis arrivée, je n'ai pas vu quelqu'un faire de la tchéké. C'était seulement le gari qu'on faisait, on mettait dans les seaux au bord de la route et on appelait ça la tchéké. J'ai dit, mais ça ne ressemble pas à de la tchéké.
Avec le temps, Marie-Noël a acquis des broyeuses et des presseuses. Du coup, elle a augmenté sa production d'attiéké et aussi ses revenus. Au départ, vraiment, je n'avais pas tous les matériels et je me débrouillais difficilement. J'ai maintenant des broyeuses et des presseuses. Et ça va. J'arrive à me... Je vis de ça en tout cas. Ma famille, mes enfants, c'est de ça que nous vivons ici. Je peux faire par jour les gros sacs qu'on appelle en Côte d'Ivoire les GEMA là. Je peux faire au moins 4, 3, ça dépend des commandes. Prisé à Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne, l'attiéké l'est aussi à Monrovia. Pourtant, les commerçants d'attiéké se comptent dans la capitale libérienne. Sous cet arbre, ces sages-femmes attendent la première cuisson de l'attiéké made in Libéria. Voilà. Terminons par cette information plutôt rassurante pour tous ceux qui n'aiment pas prendre l'avion. 2017 aura été l'année la plus sûre de l'histoire de l'aviation. Aucun crash mortel sur les avions de ligne n'a été dénombré l'an dernier en 2017 et c'est une grande première. Il y a bien eu des accidents dans les airs, mais sur des vols cargo ou sur des petits avions de moins de 20 sièges, tels que le crash d'un avion cargo survenu en octobre dernier en Côte d'Ivoire. Donc l'aviation de ligne reste le moyen le plus sûr dans le domaine des transports. Voilà, fin de ce journal. Rappelons que la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, aura lieu demain jeudi à partir de 9h au palais présidentiel. C'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir regardé.